BFM Business, l'heure H, la question du jour. Jean-Éric Brunard, rebonjour, merci d'être là. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à Paris 2, spécialiste bien sûr des États-Unis, sinon vous ne seriez pas là, pardon. Campagne, je le disais, complètement hectique aux États-Unis, on ne sait pas très bien où ça va, et pourtant c'est dans 126 jours, vous avez fait le calcul. Oui, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que la campagne n'est pas commencée. Donc on s'impatiente parce qu'il n'y a pas eu de primaire. Cause, bien sûr, c'est la pandémie. Et comme on n'a pas eu cette traditionnelle foire d'empagne côté démocrate, puisqu'on l'attendait uniquement de ce côté-là cette fois-ci, vu que le président sortant se représentait, il n'y en avait pas chez les Républicains, mais on a été un peu frustrés. Et c'est vrai que de ce côté-là, on a l'impression qu'il n'y a pas de campagne. En réalité, il se passe vraiment beaucoup de choses. Mais c'est en coulisses. Il se passe des accords entre les démocrates, il se passe une construction d'un programme, il se passe des constructions d'équipes de campagne dans les différents États. Et aux États-Unis, la campagne commence traditionnellement le premier jour de septembre, qui est le jour du travail, la fête du travail, puisqu'on sort des vacances. Et c'est très violent et très rapide, et ça dure 2 mois, jusqu'au premier mardi après le premier lundi de novembre. Ça, c'est le code électoral qui le déclare. Et donc cette année, ce sera le 3 novembre. Donc on va juste attendre le mois de septembre pour que cette campagne s'emballe. Et croyez-moi, vu l'argent qui a été récolté ces derniers temps, puisqu'on nous annonce qu'il y a des records de donations, la campagne devrait être extrêmement violente cette année, surtout vu les enjeux. En plus, il y a Kanye West qui s'est déclaré, soutenu quand même par Elon Musk, c'est pas rien, là au moins ça fait beaucoup d'argent. Je sais pas, on a l'impression que ça part, vous avez quand même, Donald Trump, Joe Biden, c'est pas des perdreaux de l'année, Kanye West, on se dit quand même, la jeunesse américaine, pour qui peut-elle voter? Alors on va évacuer Kanye West tout de suite, pour une raison assez simple, c'est que dans la plupart des États, le délai pour s'enregistrer, puisque les élections se passent dans les États, et ce délai est déjà dépassé. Donc Kanye West ne peut pas se présenter, par exemple au Texas, c'est quand même dommage, il y a 38 grands électeurs, donc il ne pourrait pas être président de la République, même si il le voulait. Donc c'est une campagne en réalité qui va aller nulle part. Il n'est même pas enregistré auprès de la FEC, c'est-à-dire la commission électorale qui contrôle les dépenses de campagne actuellement. Donc là, on évacue. En réalité, vous avez raison, cette campagne pose quand même un problème, parce qu'il y a un problème générationnel certain. Les deux candidats ont au-dessus de 74 ans, 74 pour le président Trump et 77 pour l'ancien vice-président Joe Biden. C'est très âgé et ça fait pas rêver les jeunes. Et c'est bien là que l'on a la zone grise. Ces jeunes vont-ils aller voter? Pourquoi iraient-ils voter en réalité, à part pour refuser Donald Trump? C'est bien ce que craint la campagne Trump aujourd'hui. Mais est-ce suffisant pour aller voter? Parce que le rejet, c'est pas ça qui fait forcément sortir de chez soi. C'est plutôt l'enthousiasme qui fait sortir de chez soi. Jean-Éric Brunard, on en a déjà parlé, mais j'aimerais bien qu'on en reparle, parce que c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire de la démocratie américaine d'avoir ces deux plus de 70 ans qui sont les seuls candidats, quoi? Alors s'il n'y avait que, ça ne voudrait pas dire grand-chose, mais le président des États-Unis, c'est pas le président de la France. Il n'a pas les mêmes pouvoirs, il n'a même pas autant de pouvoirs, même si on a tendance à penser que c'est le plus grand président du monde. En réalité, c'est le Congrès qui décide aux États-Unis. Et cette campagne, elle est importante parce qu'on élit le président, mais on élit le vice-président. On va peut-être en parler après, parce que c'est quand même très important cette année. Et puis on élit aussi le Sénat, la Chambre des représentants, les gouverneurs, les chambres dans les différents États, les maires, enfin, il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de postes tout change, qui sont... contrairement à chez nous. Donc c'est ça qui va faire sortir les gens et aller voter ce jour-là. Vous le disiez, parce que ce qui est très important malgré tout, c'est les vice-présidents. Et surtout, c'est un choix extrêmement compliqué, parce que ce sont des jeux électoraux qu'il faut vraiment mettre en place. Alors Joe Biden, on attend sa vice-présidente, ça serait une femme. On dit aussi une femme qui serait noire. Alors, on sait que ce sera une femme, puisque ça, il l'a annoncé. Noir, c'est les journalistes qui le disent. Oui, mais parce que Alors, bon, allez-y, expliquez. En expliquant que, puisqu'il y a un mouvement Black Lives Matter actuellement, ce serait forcément une femme noire. Moi, je crois que non. Pour une raison assez simple, c'est qu'il a répété pendant la campagne à de très nombreuses reprises que sa première nomination à la Cour suprême serait une femme noire. Il a tellement répété qu'on peut se dire qu'il a déjà en tête quelqu'un d'autre pour la vice-présidence. Et c'est vrai, si Kamala Harris aujourd'hui fait figure
posture d'ultra favorite. Elle est donnée gagnante par tous les bookmakers et tous ceux qui s'y connaissent en politique américaine. Moi, je crois qu'on aurait plutôt intérêt à regarder un autre profil, plutôt latino ou latina. Et là-dessus, il y a Michelle Lujan-Grisham, qui est la gouverneure du Nouveau-Mexique, qui apparaît très fortement, parce que ce serait quand même un beau pied de nez à Donald Trump, qui a fait campagne contre les Mexicains et avec le mur, que de lui opposer en 2020 une vice-présidente qui vient justement de cet autre côté du mur, dans ses origines, et qui, surtout la communauté latino aux États-Unis aujourd'hui est la communauté numéro 1, celle qui grimpe, qui s'est répandue sur l'ensemble des États-Unis, qui représente 16% de l'électorat et qui pour l'instant ne s'est pas inscrite sur les listes. Et comment la faire inscrire? Eh bien, c'est de lui proposer justement que peut-être la prochaine présidente soit l'une des leurs. Là, bon, évidemment, la crise de la Covid a quand même bousculé beaucoup la donne pour cette élection présidentielle, avec cette gestion assez calamiteuse, enfin, vu de chez nous, en tous les cas, de Donald Trump, qui a nié quand même cette pandémie. Et aujourd'hui, vous avez 130 000 morts, vous avez on voit bien que même que l'épidémie est incontrôlable. Ça brouille les cartes. Et puis surtout, comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ce naufrage sanitaire? Oui, alors le naufrage sanitaire vient justement de cette cacophonie, et c'est là où on parle de gestion calamiteuse de la part de Donald Trump, puisqu'il avait toutes les cartes en main, et d'ailleurs il les a actionnés, les leviers, il les a actionnés à 2 reprises. Fin janvier, quand il demande à ce qu'il n'y ait plus d'échanges avec la Chine, en réalité c'est uniquement les Chinois qui sont arrêtés, les autres peuvent continuer à fonctionner, et puis surtout le 11 mars, l'état d'urgence, puis ensuite, pardon, le 11 mars, la fermeture des frontières avec l'Europe, et puis le 13 mars, l'état d'urgence. Et là, on pense que Donald Trump va prendre cette gestion de crise de façon sérieuse. Oui, d'accord, quoi. Et il ne le fait pas. Et il s'arrête. Ouais. Il s'arrête sur le bord du chemin en disant non, je suis pour qu'il n'y ait pas d'État qui intervienne dans la vie des gens, comme le font les plus orthodoxes des républicains. Mais c'est là où ça surprend tout le monde et où les gouverneurs sont obligés d'agir, se mettent à agir, et chacun part un petit peu à volo. Les gouverneurs républicains dans le Sud ont décidé de suivre la parole présidentielle, souvent pour des raisons purement idéologiques et électoralistes. On voit le résultat aujourd'hui, puisque dans des États comme l'Arizona, le Texas ou la Floride, il y a une flambée de cas. Ouais. Pas que des États républicains, hein. Il y a aussi une flambée de cas je pense en Californie. Le coronavirus ne choisit pas forcément. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je voulais le rajouter, parce que certains ont tendance à politiser cette histoire-là. Il y a une gestion de crise qui est une affaire politique et qui pose un problème. Pour le reste, la crise sanitaire est plus une affaire de malchance et qui nous est tombée à tous dessus. Mais c'est vrai que Donald Trump aujourd'hui la nie encore. Et il fait par exemple un grand meeting dans 2 jours à Portsmouth dans le New Hampshire. On peut s'en étonner et même s'en offusquer, je crois. C'est un véritable problème. Oui, enfin, sauf que si on voit les images de son précédent meeting, son premier meeting de lancement de campagne, qui était un peu désastreux. Alors après, il était désastreux et les autorités sanitaires sur place, dans un État républicain, expliquent aujourd'hui, il y a 250 cas qui se déclarent aujourd'hui en Oklahoma et il y en a eu 270 hier. Ils expliquent que c'est à cause justement de ce meeting. Oui, absolument, oui, tout à fait. Vous nous avez expliqué la dernière fois, ça m'avait passionné, peut-être que vous pouvez réactualiser vos chiffres sur la campagne sur le net. Sur le digital, l'importance que ça a. Est-ce que là, vous avez réussi à faire un état des forces digitales des candidats? En réalité, je crois que ça a de moins en moins d'importance parce que la campagne, aujourd'hui, elle est figée. Vous en parliez tout à l'heure. Oui. Et on est dans cette attente. On est dans une zone grise, en réalité. On voit qu'il ne se passe pas grand-chose parce qu'aucun des candidats ne révèle son programme. Joe Biden a un programme qui s'étoffe depuis hier, puisqu'hier, son équipe, qui est composée à 50% de progressistes et 50% de modérés, composée à la fois par Biden et Bernie Sanders, il faut le savoir, lui a rendu un rapport sur la gestion de la crise Covid et sur une réforme de la justice. Ça, c'est très important. Donc, il a un début de programme. Donald Trump n'en a pas. Pourquoi? Parce que le Parti républicain n'a pas voulu lui en construire un. Et ça, c'est un vrai problème pour Donald Trump, qui lui-même s'en est offusqué. Il a dit non, il faut me refaire un programme, parce qu'on ne peut pas refaire 2016. Et je crois qu'il a raison de ce côté-là. On ne peut pas refaire 2016. Ce n'est plus du tout les mêmes conditions. D'ailleurs, il n'est plus dans la même position, puisqu'aujourd'hui, il est un président sortant et il n'est pas l'opposant disruptif qu'il était en 2016. Et c'est là où le message est totalement brouillé. Alors, on va attendre, même la campagne digitale, aujourd'hui, elle est calée sur
la parole présidentielle, qui pour l'instant est une parole qui est plutôt sombre, qui est pour dénoncer la violence, pour dénoncer les destructions de statues, mais il n'y a aucun programme qui s'adresse aux Américains, et c'est bien ce qui étonne, alors que, encore une fois, on est à 126 jours de ce scrutin. Jean-Éric Brana, deux questions rapides, même si il y a encore deux coups de tonnerre de la part de Donald Trump. Il claque la porte de l'OMS. Bon, il fait ça pour qui? Il fait ça pour son électorat. Oui, bien sûr, mais mais ça n'a aucune portée. D'abord parce qu'il faut qu'il demande l'autorisation au Congrès pour le faire. Donc il a envoyé une lettre au Congrès. Il l'a dit qu'il le faisait, mais le Congrès jamais lui donne l'autorisation. Et surtout, s'il n'est pas réélu, le jour même de son intronisation, Joe Biden déchire cette lettre et il n'y a plus de sortie de l'OMS. Mais c'est vrai que le signal qui a été envoyé n'était pas un bon signal, puisque ça voulait dire que les États-Unis se retiraient du leadership du monde. Et là, c'est un peu les deux visions de campagne qu'il va y avoir. Est-ce qu'il s'agit de se replier sur les États-Unis et de s'occuper que des intérêts des États-Unis, comme s'il pouvait vivre tout seul dans le monde, ou est-ce qu'il s'agit de reprendre sa place dans le monde, sachant que les États-Unis font du commerce avec le monde entier et donc ont leur place à défendre. Mais ça, on en a déjà beaucoup parlé hier et avant-hier, effectivement, avec Hubert Védrine et puis Pascal Boniface. Donc c'est pour ça que je reste plutôt sur la campagne américaine. Quand même, encore un autre point, un autre coup d'éclat, c'est les étudiants étrangers qui sont menacés d'expulsion. Il leur a dit qu'il pourrait leur supprimer leur carte de séjour. Là, c'est fait la révolte des grandes universités américaines. Oui, alors là, ce sont en réalité les grandes universités américaines qui sont visées. C'est une guéguerre entre Donald Trump et le MIT et Harvard, parce qu'il estime qu'ils ne remplissent pas leur travail en faisant ces cours à distance et qu'ils surtout ils appuient sur l'idée qu'il y a une pandémie alors que lui prétend le contraire. Les étudiants étrangers, sachez-le quand même, ont une porte de sortie. Il suffit qu'ils s'inscrivent à des cours en présentiel dans un autre établissement et ils restent aux États-Unis. Et donc l'affaire n'est pas aussi dramatique qu'on veut bien le dire, même si elle est problématique, parce que c'est vrai qu'encore une fois, il a visé des étudiants qui n'ont rien à faire avec son affaire électorale. C'est un maître de conférence à Paris 2 qui nous dit ça. Merci Jean-Éric Brana, toujours intéressant vos analyses.